Facebook Live. Alors, comme vous le savez, notre pays, le Mali, traverse une crise multidimensionnelle. Donc, nos trois experts que nous avons ce soir, je voudrais d'abord les remercier pour avoir accepté notre invitation au nom de notre communauté, au nom de mon cabinet et à mon propre nom. Merci infiniment pour avoir accepté nos invitations. Alors moi je vais commencer par son Excellence Mahamadou Nimaga, ambassadeur du Mali aux États-Unis. Mahamadou Nimaga va nous parler de la réforme constitutionnelle. Comme vous le savez, en 2000, il y a eu une première tentative avec le président Alpha Omar Konaré, en 2011 avec le président ATT, 2017 avec le président Ibeka, cette fois-ci c'est la 4e fois. Donc le représentant de l'État va venir nous défendre ce projet référendaire. Alors, Mahamadou Nimaga est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès des États-Unis et des États du Mexique. L'ambassadeur Nimaga est un diplomate de carrière avec 18 années d'expérience, tant au ministère des Affaires étrangères, de l'ambassade en passant par la présidence de la République comme ambassadeur conseiller diplomatique du président de 2014 à 2018. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques de l'École nationale d'administration du Mali, promotion à Lyon Blondon-Bay, obtenue en 1998, et diplômé en administration publique internationale de l'ENA de Paris, promotion Martin Luther King en 2006, avec la mention bien. Il est détenteur de plusieurs certificats, entre autres en diplomatie multilatérale de l'Institut des hautes études internationales de Genève, en droit international du Bureau de codification des Nations Unies, en droit international humanitaire, en éthique européenne à Strasbourg et en gestion des conflits de l'ENA de Paris. Il a fait plusieurs stages, notamment au ministère des Affaires étrangères en France, au Quai d'Orsay, en Suisse et au département d'État dans le cadre du leadership des visiteurs internationaux. En 2016, il fut assistant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Bamako, chargé des cours de l'école régionale de maintien de paix à Lyon Blondin-Bay et chargé des cours de l'école des officiers de gendarmerie du Mali, et consultant international pour plusieurs ONG dont Oxfam, Silver Africa et the Small Arms Survey. Expert en sécurité humaine et en gestion post-conflit, il est auteur de plusieurs rapports et co-auteur de plusieurs publications, notamment la réforme du secteur de la sécurité au Mali, les groupes armés dans les espaces francophones de la CEDEAO et l'infiltration du GSPC au Niger et au Mali en 2003. Depuis la présentation de ses lettres de créance au président Trump en juin 2018, il a multiplié les contacts tant auprès du département d'État qu'au niveau du Congrès, en passant par les acteurs non étatiques, les organisations de droits de l'homme et la société civile américaine pour plaider la cause du Mali. En septembre 2018, il a réussi à organiser la visite du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et continue d'explorer les possibilités réelles de coopération décentralisée avec les États fédérés, tout en préservant les acquis de la coopération bilatérale avec les USA dans divers secteurs. Il demeure très actif et ouvert à la communauté malienne en vue de renforcer la cohésion sociale entre les Maliens et sa juridiction. Chers invités, veuillez m'aider à donner la parole à son Excellence Mahamadou Nimaga. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, chers invités, chers doyens de la communauté, chers amis et chers collègues venus assister à cette conférence. Je voudrais remercier l'AMAO pour l'heureuse initiative, peut-être sur la thématique, pas venir défendre, mais expliquer, parce que nous sommes dans une dynamique de débat intellectuel et d'échange. C'est un processus qui est en cours, effectivement, en tant que représentant de l'État. Je me devais d'expliquer quelle est la procédure, le processus, l'objectif visé et
les réflexions qui vont alimenter ce processus de révision constitutionnelle. Mais avant de commencer, permettez-moi au nom de Madame le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Camara, et au nom de toutes les autres autorités maliennes, pour vous remercier pour la dynamique qui a enclenché auprès de la communauté malienne ici, qui s'intéresse au sujet d'actualité nationale. Alors, ma communication portera sur le processus de révision constitutionnelle. Je dis bien processus, parce qu'il est en cours, et comme il a été rappelé aussi, il y a eu plusieurs tentatives. Je vais articuler mon intervention autour des points suivants. Présenter le contexte de la révision constitutionnelle, les différentes tentatives de la révision, le champ de réflexion du comité d'experts chargé de la révision et pour aboutir sur une conclusion. Le président de la République, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, sur la base de l'article 118 de la Constitution, a instruit le chef du gouvernement, le Premier ministre, en Conseil des ministres du 20 décembre 2018 et dans son discours de Nouvel An 2019, d'engager le processus de révision constitutionnelle et les réformes institutionnelles nécessaires, et cela dans une démarche consensuelle, inclusive, afin de lui soumettre un projet de loi constitutionnelle. Et suivant le décret numéro 2019-0015 du 14 janvier 2019, le comité d'experts pour la réforme constitutionnelle a été créé avec pour mission d'élaborer l'avant-projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 en tenant compte notamment des clauses de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, qui relève de la matière constitutionnelle, des propositions pertinentes des premières tentatives de révision constitutionnelle et des autres réaménagements devant être apportés à la Constitution au regard de l'évolution du contexte institutionnel et juridique du pays. Le Premier ministre, chef du gouvernement, suivant la lettre de mission numéro 49 PMCK du 18 janvier 2019, a invité le comité d'experts pour la réforme constitutionnelle à faire des propositions dont la mise en œuvre permettra, entre autres, de prendre en compte les propositions pertinentes des précédentes tentatives de révision constitutionnelle, de renforcer les acquis démocratiques, de clarifier les compétences des institutions de la République, d'améliorer l'équilibre entre les pouvoirs, d'assurer la mise en œuvre efficace de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. La Constitution du 25 février 1992 a été adoptée à l'issue de la conférence nationale, faudrait-il le rappeler, tenue en août 1991. En dépit de ces acquis, la pratique institutionnelle a révélé des insuffisances et des lacunes de la loi fondamentale, liées notamment aux aspects suivants: à la relation entre le président de la République et le Premier ministre, au délai prescrit en cas d'élection présidentielle et législative anticipée, au fondement constitutionnel de certains outils de contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée, à l'organisation et aux attributions de la Cour constitutionnelle et au statut de l'opposition. Toutes ces matières ne sont pas suffisamment déterminées et définies quelle est la procédure qu'il faut suivre. Et c'est pourquoi je vais rappeler les différentes tentatives de révision constitutionnelle. Il vous souviendra que depuis l'adoption de la Constitution du 25 février 1992, des avancées démocratiques considérables ont été enregistrées, au nombre desquelles l'on retiendra la constitutionnalisation d'un certain nombre importants de droits, de libertés, l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens, sans discrimination de l'ethnie, de la religion, de la région d'origine, la consécration du multipartisme intégral, la limitation à 2 du nombre du mandat présidentiel, la création d'une juridiction constitutionnelle,
le renforcement de l'indépendance de la justice désormais érigée en pouvoir. Ça, ce sont les acquis de notre constitution actuelle. Mais la pratique institutionnelle et à l'aune du développement au niveau communautaire et des enjeux nouveaux, il a été établi que cette constitution, à l'instar de toutes les autres du monde, y compris celle des États-Unis qui a connu plusieurs amendements, qu'il était impérieux pour adapter notre constitution aux exigences institutionnelles et démocratiques. C'est pourquoi la première tentative, comme l'a été rappelé par Issa, est intervenue entre 1998 et 2001, sous le deuxième mandat du président Alpha Oumar Konaré. Celui-ci soulignait dans la lettre transmettant le projet de loi portant révision de la Constitution le besoin d'une adaptation des institutions et d'une meilleure formulation de certaines dispositions de la Constitution. La deuxième tentative est intervenue en 2007 sous le président Amadou Toumani Touré, qui annonça à la nation la nécessité d'une réforme constitutionnelle. Il a mis en place un comité de réflexion présidé par M. le ministre Daba Diawara et après pour mission de faire le diagnostic du système politique à l'époque et proposer des solutions. La troisième tentative a été entamée sous le premier quinquennat du président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État. Mais cette tentative a connu quelques fortunes diverses et une incompréhension. En vue de rendre ce processus inclusif et dans l'intérêt supérieur de la nation, il a cru devoir surseoir à la révision constitutionnelle. Et donc, comme précédemment annoncé, cette procédure en cours intervient pour conforter l'ancrage démocratique en tenant compte des orientations données dans le cadre des premières tentatives pour que notre système institutionnel puisse être mieux adapté au contexte actuel, mais également conforter l'ancrage démocratique tout en prenant en compte les exigences de l'accord de paix. Quelles sont les orientations qui sous-tendent cette réforme constitutionnelle? Ça va être mon deuxième point. Comme précédemment rappelé, la lettre de mission du Premier ministre invite les experts à faire des propositions dont la mise en œuvre permettra de capitaliser les propositions pertinentes des précédentes tentatives de révision constitutionnelle. Et donc, ces orientations sont articulées autour des objectifs suivants. Renforcer les acquis démocratiques, clarifier les compétences des institutions de la République, ainsi que les relations entre elles, d'améliorer l'équilibre des pouvoirs, d'assurer la mise en œuvre efficace des dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation issues du processus d'Alger, de renforcer le rôle du Parlement dans la gouvernance démocratique, notamment par la création d'une deuxième chambre, de réaménager la composition et la durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle, et aussi de réviser son rôle dans la gestion du processus électoral, d'améliorer notre système électoral dans un souci de rationalisation des structures de gestion et de maîtrise des dépenses électorales, notamment à travers la constitutionnalisation d'un organe unique de gestion des élections et l'adaptation du mode de scrutin. Il s'agit également de consolider et de renforcer la décentralisation et la gouvernance locale, de faciliter l'adoption de mesures exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre le terrorisme pour davantage sécuriser les populations et leurs biens. Voilà les orientations qui sous-tendent le travail du comité d'experts. Mais ce comité d'experts, quel va être le champ de réflexion du comité d'experts? Ça va être mon dernier point. Ce comité d'experts est appelé à réfléchir entre autres sur les questions suivantes: la durée du mandat du président de la République qui est fixée à 5 ans, la portée de la laïcité, entre autres, la saisine de la Cour constitutionnelle par le médiateur de la République, l'existence d'un chef de file de l'opposition, le régime des révisions constitutionnelles,
l'institution d'une Cour des comptes, conformément à l'article 68 du traité de Lyon, qui n'a pas été possible à cause du caractère rigide de la procédure de la révision constitutionnelle, mais aussi l'ordre de l'annulation des institutions, l'intérim du président de la République, le maintien de la Cour suprême, les pouvoirs du président de la République que certains trouvent exorbitants, la cessation des fonctions du Premier ministre, les conséquences de la création d'un Sénat en cas de vacance de la présidence, la mise en place d'une deuxième chambre, l'opportunité de la constitutionnalisation de la lutte contre le terrorisme, l'usage des pouvoirs exceptionnels du président en tant que chef des armées pour gérer les menaces terroristes, entre autres. Voilà un peu le champ, et dans le débat, on va pouvoir approfondir. En conclusion, les 3 tentatives de révision qui n'ont pas pu aboutir montrent à suffisance le caractère lourd et complexe de la procédure en vigueur des révisions constitutionnelles. Il est souhaitable de la revoir pour permettre, dans certains domaines, que des ajustements puissent être apportés à notre loi fondamentale sans recourir au référendum. La nouvelle procédure de révision constitutionnelle pourrait prévoir également un paquet de dispositions dont la modification demeurera soumise à une obligation de référendum. Ici, l'on pense au préambule des dispositions constitutionnelles. Donc, de cette manière, les aspects sensibles de la démocratie malienne ne pourront être modifiables uniquement qu'avec l'aval du peuple. Tous les autres pourraient être modifiés par voie référendaire. Voilà un peu le contenu. Il s'agit pas de défendre parce que ce comité a un rôle de remettre un avant-projet au gouvernement, et cet avant-projet va être soumis à l'approbation du peuple. Donc, l'exercice qui a un but académique et technique a pour mission d'expliquer à chacun ici qu'est-ce qui a motivé cette révision constitutionnelle. Nous restons d'avis que quand on parle de révision constitutionnelle, très généralement en Afrique, il s'agit de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Et vous avez vu tout ce que j'ai rappelé. Il y a des exigences au niveau de l'UOMA. Nous devons créer une Cour des comptes. Mais malheureusement, la Constitution actuelle ne permet pas cela. Mais pourtant, c'est une exigence communautaire. Nous avons une section des comptes qui doit être érigée en cours, et cela n'est possible que par voie référendaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence Mahamadou Limaga, pour cette belle présentation. Vu que vous êtes notre représentant ici aux États-Unis, c'est pour cela que j'ai employé le mot défendre la révision constitutionnelle, vu que l'initiative vient de notre gouvernement. Absolument. Ok. Notre deuxième expert est Abdul Salam Bello. Il est auteur et il est nigérien. Il a débuté sa carrière à la Banque islamique de développement, Arabie Saoudite, dans le cadre du programme des jeunes professionnels de l'institution. Il a par la suite été économiste chargé des opérations, puis spécialiste de l'évaluation des opérations. Il a été directeur du cabinet et du secrétaire exécutif de l'agence du NEPAD, Afrique du Sud, entre 2012 et 2014. Depuis 4 ans, il conseille l'administration du groupe Afrique 2, qui représente 23 pays africains, dont le Niger, au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. En plus de ses fonctions, Abdul Salam Bello collabore en tant que chercheur invité, visiting fellow à Atlantic Council à Washington. Il est auteur d'un essai sur la régionalisation en Afrique, publié chez l'Harmattan. Son prochain ouvrage, apparaît en 2019, traitera des rapports entre les États et l'Afrique. Il est auteur d'articles sur les thématiques de l'intégration régionale et du développement, des infrastructures, du changement climatique, des rapports entre la Chine et l'Afrique, publié par Jeune Afrique et le magazine Foreign Policy. Ingénieur en télécommunications de l'Université de Toulon et du Var, Abdul Salam est diplômé des écoles des hautes études commerciales de Paris. Il est titulaire d'un Master 2 de recherche en gestion des activités internationales de l'Université Lyon 3 et d'un Master 2 en diplomatie et négociation stratégique de l'Université Paris 6, Orsay, France. Il possède un certificat en stratégie de l'École militaire de Paris
et un certificat du programme exécutif Senior Manager in Government de la Harvard Kennedy School USA. Abdul Salam va nous parler de la force conjointe G5 Sahel qui a vocation à prendre la relève après le départ des forces étrangères telles que la MINUSMA et la force Barkhane. Prière de m'aider à accueillir Abdul Salam Bello. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. Effectivement, donc, le président m'a présenté comme du Niger, mais aujourd'hui je me considère également comme malien. Donc on pourra parler en tant que malien et nigérien sans que ça crée de difficultés, je dirais, de compréhension. Donc, encore une fois, merci beaucoup de m'inviter. C'est vraiment un honneur, un privilège pour moi d'être ici parmi vous. Merci encore pour l'initiative de cette importante activité. Avant d'aller directement sur le Sahel, le G5 Sahel en particulier, les forces conjointes, je voudrais aussi donner un peu de perspective, de background avant qu'on aille dans la discussion. Bon, comme vous le savez, donc, le Sahel, c'est surtout une richesse aussi démographique, une population qui est résiliente, mais aussi c'est une population, les populations du Sahel qui font face à multiples défis, l'extrême pauvreté, la question de la démographie,